Un héritier milliardaire est bouleversé lorsqu'il voit deux pauvres petites filles vendant un vieux violon. « S'il vous plaît, monsieur, achetez-le pour que nous puissions manger. Nous mourrons de faim. » En remarquant le symbole gravé à l'intérieur, il est choqué. Le doux ronronnement du moteur du Range Rover n'était qu'un murmure à l'intérieur de l'habitacle climatisé, où Jean-Luc Moreau tentait d'ignorer le barrage de messages que son père ne cessait d'envoyer. L'écran de la voiture affichait 35 degrés, une journée particulièrement chaude, même pour un juillet à Paris. La climatisation fonctionnait à plein régime, créant un contraste saisissant avec la chaleur étouffante qui donnait l'impression que les gens sur le trottoir se déplaçaient au ralenti, cherchant l'ombre des façades haussmanniennes. « Nous devons discuter de ton avenir dans l'entreprise immédiatement. » Le dernier message de son père clignotait avec insistance sur l'écran du téléphone. Jean-Luc soupira, passant une main dans ses cheveux bruns soigneusement coiffés. À 28 ans, il était déjà épuisé par les attentes sans fin qui accompagnaient le nom Moreau. Moreau Immobilier était une puissance sur le marché immobilier parisien, bâti sur 3 générations d'hommes déterminés à laisser leur marque sur la silhouette de la ville. Son grand-père avait commencé avec un petit bureau dans le centre et son père avait transformé ce modeste début en un empire valant des milliards d'euros. Maintenant, tout le monde s'attendait à ce que Jean-Luc suive les mêmes traces, étendant encore plus l'héritage familial. Le problème était que Jean-Luc ne s'était jamais vraiment senti partie prenante de ce monde de négociations impitoyables et de dîners d'affaires interminables. Depuis son enfance, quelque chose en lui aspirait à autre chose, quelque chose de plus significatif. Mais ce n'étaient pas des pensées qu'un Moreau était censé avoir, comme son père le lui rappelait constamment. Le feu de circulation passa au rouge, et Jean-Luc freina doucement, ses doigts tambourinant sur le volant en cuir italien. C'est alors que quelque chose d'inhabituel attira son attention à travers la vitre teintée. Sur le trottoir, devant un vieux magasin d'instruments de musique de la rue de Rivoli, 2 petites filles se détachèrent du paysage urbain, telles de délicates fleurs sauvages perçant le béton. L'aînée, qui ne pouvait avoir plus de 5 ou 6 ans, avait des cheveux roux tressés en désordre sur son épaule droite. Elle portait une robe bleu ciel qui, bien que propre, montrait clairement des signes d'usure excessive. Dans ses petites mains, elle tenait ce qui ressemblait à un vieux violon, le berçant avec un soin quasi révérentiel. À côté d'elle, encore plus petite, se tenait une fillette qui ne pouvait avoir plus de 4 ans. Ses cheveux blond clair étaient noués en 2 couettes inégales, et elle serrait contre elle un ours en peluche marron qui avait connu des jours meilleurs. Sa robe rose avait des taches d'eau, comme si elle avait été récemment lavée à la main et pas entièrement séchée. Ce qui attira le plus l'attention de Jean-Luc, c'était l'expression sur les visages des fillettes. Il y avait un mélange de désespoir et de détermination dans leurs yeux qui semblait totalement déplacé pour des enfants si jeunes. La plus jeune, surtout, semblait retenir ses larmes, sa lèvre inférieure tremblant alors qu'elle regardait les passants, la plupart ne la remarquant même pas. Le feu passa au vert, mais Jean-Luc ne bougea pas. Quelque chose dans cette scène le perturba profondément. Où étaient les parents de ses enfants? Pourquoi était-elle seule dans la rue, tenant un violon qui était de toute évidence trop précieux pour être dans de si petites mains? Ignorant le klaxon impatient de la voiture derrière lui, Jean-Luc mit son clignotant et se rangea sur le bas-côté. Son père disait toujours que s'impliquer avec des inconnus dans la rue, c'était chercher les ennuis, mais quelque chose dans ces 2 petites silhouettes l'empêchait de simplement continuer sa route. « Et vous deux » appela-t-il en sortant de la voiture et en s'approchant prudemment pour ne pas les effrayer. « Où sont vos parents » L'aîné fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre Jean-Luc et sa jeune sœur. Ses grands yeux verts expressifs le jaugeant avec une maturité surprenante pour quelqu'un de si jeune. « S'il vous plaît, monsieur » Sa voix était étonnamment ferme, bien que ses doigts resserrassent leur prise sur le violon. « Pourriez-vous acheter notre violon ? Nous n'avons rien mangé depuis hier et nous avons très faim. » Comme pour confirmer ses paroles, l'estomac de la plus jeune gargouilla bruyamment, la faisant enfouir son visage dans son ours en peluche, embarrassé. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Les mots de la fillette portaient une sorte de désespoir
qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il, remarquant comment leur peau claire commençait à rougir sous le soleil impitoyable. « Depuis que le magasin a ouvert, » répondit l'aîné en jetant un regard inquiet à sa sœur. La dame du magasin a dit que les vieux violons ne valaient pas grand-chose, mais... Sa voix faiblit pour la première fois. Nous avons vraiment besoin d'argent pour manger. C'est alors que Jean-Luc remarqua quelque chose sur le violon qui fit faire un bond à son cœur. Gravé dans le bois sombre et usé par le temps, presque imperceptible à cause de l'âge, il y avait un petit symbole de rose des vents, le même symbole qu'il avait vu des centaines de fois pendant ses leçons de musique 20 ans plus tôt. Le souvenir le frappa comme une vague. « Non, 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 mon cher, tu le tiens comme si le violon allait t'attaquer. » La voix de Madame Béatrice Villeneuve avait ce ton d'amusement patient qu'elle utilisait toujours lorsque Jean-Luc faisait une erreur de base. « C'est une extension de ton corps, pas un objet étranger. Tiens, regarde. » Jean-Luc, alors âgé de 8 ans, avait observé avec fascination son professeur démontrer la bonne posture. Madame Villeneuve était différente de tous les autres tuteurs que ses parents avaient engagés. Elle n'avait ni cette déférence excessive pour le nom Moreau, ni la raideur formelle qui marquait les leçons d'étiquette et d'art oratoire qu'il était forcé de suivre. Dans sa salle de musique, aux murs couverts de partitions encadrées et à l'odeur permanente de la tisane à la camomille, Jean-Luc pouvait juste être un garçon apprenant à faire de la musique. Madame Villeneuve avait une façon spéciale de faire de chaque erreur une simple étape nécessaire dans le processus d'apprentissage, et non l'échec impardonnable que son père lui faisait ressentir. « Tu vois cette marque ici ?» lui avait-elle demandé un jour en lui montrant la rose des vents gravée dans son violon. Cet instrument appartenait à ma grand-mère. Elle disait toujours que la musique, c'est comme une boussole, elle peut nous guider à travers n'importe quelle tempête de la vie. Jean-Luc avait touché la marque avec révérence, sentant les petites arêtes du bois sous ses doigts. « C'est pour ça que tu ne joues jamais d'un autre violon ?» « Exactement, mon cher. Certains instruments transportent plus que de la musique. Ils transportent des histoires, des souvenirs, de l'amour. » Ce violon, elle avait souri, ses yeux brillants de quelque chose que le Jean-Luc de 8 ans ne pouvait pas entièrement comprendre. Ce violon, c'est une partie de mon histoire. La voix de la plus jeune fillette le ramena au présent. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons vraiment faim. » Ses yeux bleus, identiques à ceux de Madame Villeneuve, étaient remplis de larmes. « Ce violon, commença Jean-Luc, sa voix tremblant légèrement alors qu'il s'accroupissait au niveau des filles. Votre grand-mère, s'appelle-t-elle Béatrice Villeneuve ? Les deux filles échangèrent des regards surpris. « Vous connaissez notre mamie ?» demanda l'aînée, une étincelle d'espoir illuminant ses yeux. « Elle était mon professeur de musique quand j'avais à peu près votre âge, » répondit Jean-Luc, sortant son téléphone. Après quelques instants de recherche dans sa galerie, il trouva ce qu'il cherchait, une vieille photo numérisée montrant un Jean-Luc de 12 ans souriant aux côtés de Madame Villeneuve après sa première performance publique. « C'est mamie !» s'exclama la plus jeune, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant la silhouette sur la photo. « Regarde, Émilie, c'est elle !»« Sophie, ne t'approche pas trop !» prévint Émilie, l'aînée, toujours prudente malgré le lien apparent avec sa grand-mère. Une vague d'émotions contradictoires frappa Jean-Luc. Comment avait-il pu laisser passer tant d'années? Comment Madame Villeneuve, qui lui avait tant appris sur la musique et la vie, avait-elle pu se retrouver dans une situation où ses petites filles devaient vendre son précieux violon juste pour manger? « Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu un vrai repas ?» demanda-t-il, se relevant déjà et cherchant des yeux un endroit où il pourrait les nourrir. « Hier matin, Madame Martin nous a apporté du pain, » dit doucement Émilie, baissant la voix. « Mais mamie n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle dit qu'elle n'a pas faim, mais elle garde le peu qu'elle a pour vous, » termina Jean-Luc, sentant son cœur se serrer. C'était exactement le genre de choses que ferait Madame Villeneuve, toujours faire passer les autres en premier. Sophie renifla, serrant plus fort son ours en peluche contre sa poitrine. « Mamie pleure la nuit quand elle pense qu'on dort.
et elle ne peut plus donner de leçons parce qu'elle est si faible. Jean-Luc regarda le violon dans les mains d'Émilie, cet instrument qui avait été le témoin de tant d'heures d'apprentissage et de croissance dans sa propre vie. L'idée que les petites filles de Madame Villeneuve soient forcées de le vendre pour subvenir à des besoins de survie élémentaires lui fit honte de tout le luxe qui l'entourait. « Venez avec moi, dit-il fermement. D'abord, nous allons manger quelque chose. Ensuite, vous m'emmènerez chez votre mamie. Ce violon, il vaut bien plus que vous ne le pensez, et je ne vais pas vous laisser le vendre comme ça. » Les filles hésitèrent, des années d'avertissement sur le fait de ne pas faire confiance aux inconnus, pesant de toute évidence sur leurs jeunes esprits. Jean-Luc pouvait presque entendre la voix de Madame Villeneuve les mettant en garde contre les dangers du monde. « Écoutez, je sais que votre mamie vous a dit de ne pas faire confiance aux inconnus, et elle a absolument raison, dit-il en montrant un restaurant familial de l'autre côté de la rue. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous deux, restez près de la porte, où tout le monde peut vous voir pendant que je commande la nourriture. Ensuite, vous me montrerez le chemin de votre maison à pied, et je suivrai dans ma voiture. Madame Martin pourra confirmer qui je suis quand nous arriverons. » Émilie et Sophie échangèrent un regard, ayant une de ces conversations silencieuses que seules les sœurs peuvent avoir. Un autre gargouillement provenant d'un estomac vide sembla prendre la décision pour elle. « Promettez que vous n'essaierez pas de prendre le violon de mamie, » demanda Émilie, ses yeux verts fixés sur ceux de Jean-Luc, avec une intensité surprenante. « Je le promets, » répondit-il solennellement. « En fait, je promets plus que ça. Je vais vous aider, vous et votre mamie. Madame Villeneuve, madame. » Il hésita, sentant le poids des années de négligence. « Elle compte plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Alors qu'il guidait les filles à travers la rue vers le restaurant, Jean-Luc ne put s'empêcher de remarquer comment elles se comportaient avec une dignité impressionnante malgré toutes leurs difficultés. Émilie tenait toujours le violon avec ce soin révérentiel, et Sophie, bien que clairement épuisée et affamée, marchait la tête haute. Son téléphone vibra une fois de plus dans sa poche, probablement son père, encore, impatient de son manque de réponse. Mais pour la première fois depuis longtemps, les attentes de la famille Moreau semblaient complètement sans importance. Le violon dans les mains d'Émilie, avec sa rose des vents gravée sur le bois vieilli, semblait vibrer des souvenirs d'innombrables leçons importantes qu'il avait oubliées au fil des ans. « La musique nous guide à travers n'importe quelle tempête », murmura-t-il pour lui-même, répétant les mots de Madame Villeneuve en regardant les deux petites silhouettes marcher devant lui. Dans son cœur, Jean-Luc savait qu'il était sur le point de s'embarquer dans un voyage qui changerait à jamais non seulement sa vie, mais aussi la vie de toutes les personnes impliquées. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que cette rencontre fortuite par un après-midi chaud de juillet ne serait que le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste sur le point de se dérouler. Une histoire de seconde chance, de rédemption et du pouvoir transformateur de l'amour et de la musique. Le restaurant italien au coin de la rue était presque vide à cette heure-là. L'odeur du basilic frais et de la sauce tomate flottait dans l'air tandis qu'Émilie et Sophie dévoraient leurs assiettes de spaghettis comme si chaque bouchée pouvait être leur dernier repas. Jean-Luc les observait avec un mélange de compassion et de culpabilité, se demandant combien d'autres repas elles avaient pu manquer ces dernières semaines. « Vous pouvez manger plus lentement, » dit-il doucement, remarquant que Sophie s'étouffait presque avec un morceau de pain. « Je ne vais pas vous enlever vos assiettes, je le promets. » Émilie posa sa fourchette un instant, rougissant légèrement. Le violon de sa grand-mère reposait soigneusement à côté d'elle, sur la banquette, gardé comme un trésor. « Pardon, monsieur Moreau, c'est juste que ça fait si longtemps. »« Appelez-moi simplement Jean-Luc, » l'interrompit-il gentiment. « Et vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je ne veux juste pas que vous soyez malade. » Faisant signe à la serveuse, il ajouta « En fait, je vais commander des choses à emporter pour vous. Votre mamie a besoin de manger aussi. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Mamie va être si contente. Elle dit toujours qu'elle n'a pas faim, mais on entend son ventre gargouiller la nuit. » Jean-Luc sentit son cœur se contracter. Ouvrant son portefeuille, il sortit plusieurs billets verts. « Émilie, » dit-il en posant l'argent sur la table, « voici 50 000 € pour le violon. »
Les yeux des filles s'écarquillèrent. Émilie laissa tomber sa fourchette, qui tinta contre l'assiette. 50 000, bégaya-t-elle. Mais la dame du magasin a dit qu'il était trop vieux, qu'il ne valait pas. Cette dame essayait de vous arnaquer, expliqua Jean-Luc, sentant une bouffée de colère au souvenir. Ce violon est très spécial. C'est un authentique Stradivarius du XVIIIe siècle. Mais plus important encore, il sourit doucement. Il est dans votre famille depuis des générations. Il a une valeur sentimentale qui ne peut être mesurée. Sophie regarda sa sœur avec inquiétude. Mais mamie aime tellement ce violon. Et c'est pourquoi il va lui revenir, assura Jean-Luc. Je ne l'achète que pour que vous ayez de l'argent pour la nourriture et les médicaments. Le violon restera à vous. Émilie fronça les sourcils, confuse. Mais si vous nous le rendez, pourquoi payer autant? Jean-Luc s'adossa à sa chaise, se souvenant de toutes les fois où Madame Villeneuve avait été plus qu'un simple professeur pour lui. Parce que votre grand-mère m'a appris bien plus que la musique. Elle m'a appris l'intégrité, à suivre mon cœur. Des leçons que j'ai malheureusement mis beaucoup trop de temps à vraiment comprendre. Se penchant en avant, il poursuivit. Maintenant, parlez-moi un peu de vous. Depuis combien de temps vivez-vous avec votre grand-mère? Un lourd silence s'installa sur la table. Émilie prit la main de Sophie, qui se mit à pleurer doucement. 1 an et demi, répondit finalement Émilie, la voix tremblante. Après l'accident? Quel accident? Demanda doucement Jean-Luc, bien que son cœur sût déjà la réponse. Maman et papa? Il. Émilie déglutit difficilement, resserrant sa prise sur la main de sa sœur. C'était un jour de pluie. Il revenait d'une représentation. Papa jouait du violoncelle à l'Orchestre de Paris, et maman était premier violon. La voiture a dérapé, murmura Sophie, des larmes coulant sur ses joues potelées. Mamie dit qu'ils sont devenus des anges. Jean-Luc sentit ses propres yeux le piquer. Maintenant, il comprenait pourquoi il n'avait pas eu de nouvelles de Madame Villeneuve depuis des années. Elle avait été occupée à être le seul port d'attache pour ses petites filles orphelines. Mamie a vendu son appartement à Nanterre pour payer les factures de l'hôpital, continua Émilie. Ils ont essayé de sauver maman, mais sa voix se brisa. Elle est partie rejoindre papa au ciel, termina Sophie, serrant fort son ours en peluche. Jean-Luc prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser ses émotions. « Et vous vivez avec votre mamie depuis ?» Émilie hocha la tête. « C'est la meilleure mamie du monde. Même quand il n'y a pas assez à manger, elle nous raconte toujours des histoires pour nous endormir. Et elle a essayé de continuer à donner des cours de musique à la maison, mais elle est devenue très fatiguée, l'interrompit Sophie. Parfois, elle s'endort au milieu de la journée et se réveille en toussant beaucoup. » Jean-Luc fit de nouveaux signes à la serveuse, commandant plusieurs repas à emporter. Pendant qu'ils attendaient, il regarda les 2 filles finir leur déjeuner, le cœur visiblement plus léger, maintenant qu'elles avaient le ventre plein et de l'argent pour aider leur grand-mère. « Où habitez-vous » demanda-t-il lorsque la serveuse apporta les sacs de nourriture. « À Montmartre » répondit Émilie, mettant soigneusement l'argent dans une poche intérieure de sa robe. « Ce n'est pas loin d'ici. » Ils quittèrent le restaurant, les filles portant les sacs de nourriture, tandis que Jean-Luc tenait le violon. Le soleil de l'après-midi était encore intense, mais maintenant il y avait une douce brise soufflant de la Seine. « Mamie va être fâchée que nous soyons sorties toutes seules, » marmonna Sophie en marchant. « Elle dit toujours que c'est dangereux. » « Mais nous n'avions pas le choix, » argumenta Émilie. « Madame Martin devait aller travailler, et mamie pouvait à peine sortir du lit aujourd'hui. » Ils tournèrent dans une rue latérale, bordée de vieilles maisons, au charme parisien. Jean-Luc connaissait bien le quartier. Moreau Immobilier y avait rénové plusieurs propriétés, mais il n'aurait jamais imaginé que son ancienne professeure vivait dans l'un des rares bâtiments qui n'avaient pas été rénovés. Les filles s'arrêtèrent devant un immeuble de 3 étages qui avait connu des jours meilleurs. La peinture bleue s'écaillait et plusieurs marches menant à l'entrée avaient le besoin d'être réparées. « Nous sommes au 2e étage », expliqua Émilie, sortant une clé qui était attachée autour de son cou.
Madame Martin habite en dessous de nous, et le 3e étage est vide parce que le toit fuit. Jean-Luc ressentit une nouvelle vague de culpabilité. Son entreprise possédait des dizaines de propriétés vacantes dans tout Paris, toutes en parfait état, tandis que Madame Villeneuve et ses petites filles vivaient dans ces conditions précaires. Ils montèrent les escaliers en silence, les vieilles planches de bois grinçant sous leurs pieds. Sur le palier du 2e étage, Émilie déverrouilla une porte étiquetée 2B avec des chiffres de guingois. « Mamie » appela-t-elle doucement en entrant, « nous avons apporté à manger. » L'appartement était petit, mais impeccablement propre. De vieilles partitions décoraient les murs et un piano droit usé occupait la majeure partie d'un côté du salon. L'air sentait la tisane à la camomille, le même parfum dont Jean-Luc se souvenait de ses leçons d'enfance. « Émilie ? Sophie ?» Une voix faible vint de la chambre. « Où étiez-vous ? J'ai été si inquiète. » Jean-Luc sentit son cœur faire un bond en entendant cette voix, plus fragile qu'il ne s'en souvenait, mais portant toujours cette gentillesse qui avait marqué son enfance. « Mamie, regarde qui on a trouvé !» Sophie courut avec enthousiasme vers la chambre. « Et on a apporté à manger. » Jean-Luc s'arrêta à la porte de la chambre, le violon tremblant légèrement dans ses mains. Madame Villeneuve était assise sur un lit étroit, calé contre plusieurs oreillers. Ses cheveux, autrefois d'un brun vibrant, étaient maintenant complètement blancs et beaucoup plus fins. Son visage était pâle et plus mince qu'il ne s'en souvenait, mais ses yeux bleus, les yeux de Sophie, brillaient toujours de cette lumière spéciale. « Jean-Luc » murmura-t-elle, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « Jean-Luc Moreau. »« Bonjour, Madame Villeneuve » répondit-il, la voix rauque. « Désolé d'avoir mis si longtemps à vous rendre visite. » Les filles commencèrent à sortir les récipients de nourriture des sacs, les posant sur une petite table à côté du lit. Madame Villeneuve, cependant, ne quitta pas des yeux Jean-Luc, ni le violon dans ses mains. « Mes petites ont essayé de vendre mon violon, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, sans aucune trace d'accusation dans la voix. « Elle voulait juste aider, mamie, » expliqua rapidement Émilie. « Et Jean-Luc a payé 50 000 € pour ça. Maintenant, on peut acheter tes médicaments et... »« 50 000 ?» interrompit Madame Villeneuve, choquée. « Jean-Luc, c'est le moins que je puisse faire, » termina-t-il en se rapprochant de son lit et en lui tendant le violon. « Cet instrument appartient à votre famille. Je veux juste aider. » Madame Villeneuve toucha le violon de ses doigts tremblants, traçant la rose des vents gravée dans le bois. Une nouvelle quinte de toux la secoua, et Jean-Luc la regarda avec alarme, alors qu'elle luttait pour reprendre son souffle. « Mamie !» Émilie courut chercher un verre d'eau, tandis que Sophie grimpait sur le lit pour tenir la main de sa grand-mère. « Je vais bien, mes chéris », réussit à dire Madame Villeneuve après quelques instants. « J'ai juste besoin de me reposer un peu. » Jean-Luc approcha une chaise du lit, déterminé. « Madame Villeneuve, nous devons parler de votre santé. Émilie et Sophie m'ont parlé de votre toux, de votre épuisement. » Les inquiétudes de 2 enfants effrayés, essaya-t-elle de sourire, mais son sourire fut gâché par une autre toux sèche. « Ce n'est rien de grave. »« Madame Martin a dit que tu avais besoin d'examen, » intervint Sophie, ses yeux bleus remplis d'inquiétude. « Je l'ai entendu parler. Et de médicaments chers. »« C'est pour ça qu'on voulait vendre le violon, » ajouta Émilie, apportant le verre d'eau. Madame Villeneuve but quelques gorgées, ses mains tremblant légèrement. « Vous ne devriez pas avoir à vous soucier de ces choses, » murmura-t-elle en caressant les cheveux de Sophie. « Et maintenant, vous n'aurez plus à le faire, » déclara fermement Jean-Luc. « Madame Villeneuve, demain, je prends rendez-vous avec les meilleurs médecins de Paris. » « Pas de discussion, » ajouta-t-il quand elle tenta de protester. « Vous avez pris soin de moi pendant des années, m'avez appris des leçons qui vont bien au-delà de la musique. Maintenant, c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. »« Jean-Luc, » commença-t-elle, mais elle fut coupée par une autre quinte de toux. Quand elle réussit à parler à nouveau, sa voix était plus faible. « Tu as ta propre vie, tes responsabilités. »« Aucune d'entre elles n'est plus importante que ça, » insista-t-il. « S'il vous plaît, laissez-moi vous aider.
Si ce n'est pas pour vous, alors pour les filles. Madame Villeneuve regarda ses petites filles, Émilie arrangeant la nourriture dans les assiettes, Sophie toujours agrippée à sa main. Les larmes emplirent ses yeux. « Elles sont tout ce qui me reste, » murmura-t-elle. Après Marguerite et Jean, sa voix se brisa. « Je sais, » dit doucement Jean-Luc. « Émilie m'a parlé de l'accident. Je suis tellement désolé. » Un lourd silence tomba sur la pièce, seulement rompu par le cliquetis des couverts alors qu'Émilie préparait les assiettes. Jean-Luc vit comment madame Villeneuve semblait lutter pour garder les yeux ouverts, la fatigue évidente sur chaque ligne de son visage. « Vous devez manger, puis vous reposer, » dit-il en se levant pour aider Émilie avec les assiettes. « Nous pourrons parler davantage demain. »« Et ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-il en voyant l'inquiétude dans ses yeux. « Je ne vais nulle part. Je serai là quand vous vous réveillerez. » Madame Villeneuve offrit un faible sourire, permettant aux filles de l'aider à s'installer plus confortablement. « Tu as toujours été spécial, Jean-Luc Moreau, » murmura-t-elle. « J'ai pu voir au-delà de ce nom de famille dès le début. » Jean-Luc se rassit, regardant Émilie et Sophie aider leur grand-mère à dîner. Son téléphone vibra avec insistance dans sa poche, probablement son père, furieux qu'il ait manqué la réunion de l'après-midi. Mais pour la première fois depuis des années, les attentes des Moreau semblaient insignifiantes par rapport à ce qui comptait vraiment. Le violon à la rose des vents reposait doucement sur la commode, ses courbes gracieuses captant les derniers rayons de soleil qui filtraient par la fenêtre. D'une manière ou d'une autre, cet instrument avait ramené Jean-Luc à la maison, non pas au manoir des Moreau, mais dans ce petit appartement où l'amour et la musique valaient de plus que n'importe quelle fortune. La nuit tomba sur Paris, et avec elle vinrent de nouvelles promesses. Jean-Luc savait que la conversation du lendemain serait difficile. Madame Villeneuve devrait être honnête sur son état, ses soucis, ses peurs. Mais pour l'instant, en regardant 3 générations de femmes fortes partager un simple repas, il se permit un sentiment d'espoir. La musique pouvait vraiment nous guider à travers n'importe quelle tempête, et celle-ci, Jean-Luc se le jura silencieusement, serait une tempête qu'ils affronteraient ensemble. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant le petit appartement d'ombre douce. Émilie et Sophie s'étaient finalement endormies sur le canapé du salon, épuisées par la longue journée d'émotion. Jean-Luc les couvrit avec une couverture qu'il trouva dans le placard, souriant en voyant comment Sophie serrait toujours fermement son ours en peluche, même dans son sommeil. De retour dans la chambre, il trouva madame Villeneuve plus alerte, après avoir mangé correctement pour la première fois depuis des jours. Elle était calée contre les oreillers, le violon sur ses genoux, ses doigts caressant doucement le bois vieilli. « Elles sont incroyables, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en regardant vers le salon où dormaient ses petites filles. « Si jeunes et déjà si fortes. »« Comme leur grand-mère, » répondit Jean-Luc en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « Madame Villeneuve, nous devons parler. Et cette fois, je veux toute la vérité. » Elle soupira, un son fatigué qui semblait porter le poids du monde. « Toujours si direct, Jean-Luc. Certaines choses ne changent jamais. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, il revit le professeur Faure qui avait façonné son enfance. « Par où veux-tu commencer ?»« Par le début, » dit-il doucement. « Que s'est-il passé après que j'ai arrêté les leçons? Comment en sommes-nous arrivés là ?» Madame Villeneuve resta silencieuse un moment, ses doigts traçant toujours la rose des vents sur le violon. « La vie a continué, comme toujours. J'ai enseigné à d'autres élèves, aucun aussi têtu que toi. » Elle sourit brièvement. « Ma fille a épousé Jean, un merveilleux violoncelliste. Ils ont bâti leur carrière ensemble à l'Orchestre de Paris. Émilie est née la première, puis Sophie. C'était la famille parfaite. » Sa voix faiblit, et Jean-Luc remarqua comment ses mains tremblaient légèrement. « J'avais un bon appartement à Nanterre, près du conservatoire où j'enseignais. Les filles me rendaient visite tous les week-ends. Marguerite essayait toujours de me convaincre de prendre ma retraite, disant que j'avais assez travaillé. Mais comment expliquer que la musique n'est pas seulement un travail pour moi, c'est la vie? » Une toux sèche l'interrompit, et Jean-Luc lui offrit rapidement le verre d'eau. Après quelques gorgées, elle continua. «
Puis est arrivée cette nuit pluvieuse. Marguerite et Jean revenaient d'une représentation. La voiture, les routes étaient glissantes. Émilie m'a parlé de l'accident, dit doucement Jean-Luc. Jean est mort sur le coup, murmura madame Villeneuve, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Marguerite, elle s'est battue pendant 3 semaines à l'hôpital. J'ai tout vendu, mon appartement, mes économies, même quelques partitions rares que j'avais collectionnées au fil des ans. Mais ce n'était pas suffisant. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide » demanda Jean-Luc, la voix serrée. « J'aurais... » « Oh, mon cher, elle sourit tristement. « Tu avais ta propre vie. » Et après, Marguerite. Elle prit une profonde inspiration. Les filles avaient besoin de stabilité. J'ai réussi à louer cet appartement. J'ai commencé à donner des leçons à la maison. Pendant un certain temps, ça a marché. Jusqu'à ce que vous tombiez malade, termina Jean-Luc. Depuis combien de temps le savez-vous? Madame Villeneuve ferma les yeux. Le premier diagnostic remonte à 6 mois. Cancer du poumon, déjà avancé. Les médecins voulaient beau commencer le traitement tout de suite, mais... Elle eut un rire amer. L'assurance maladie n'est pas vraiment une priorité quand on peut à peine se permettre de manger. Jean-Luc se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Combien de temps sans traitement? 3 mois, peut-être moins, répondit-elle avec un calme qui l'effraya. C'est pour ça que les filles étaient si désespérées aujourd'hui. Elles ont surpris ma conversation avec madame Martin hier soir. Comme si elle était invoquée par la mention de son nom, une nouvelle quinte de toux saisit madame Villeneuve, plus violente que les précédentes. Jean-Luc regarda avec horreur alors qu'elle luttait pour respirer, des taches sombres de sang apparaissant sur le mouchoir qu'elle pressait contre sa bouche. « Ça suffit !» déclara-t-il en attrapant son téléphone. « J'appelle une ambulance tout de suite. »« Non !» Elle lui agrippa le bras avec une force surprenante. « Les filles, je ne peux pas les laisser seules. Elles ne seront pas seules, promit Jean-Luc. Je m'occuperai d'elles pendant que vous serez à l'hôpital. »« Jean-Luc, commença madame Villeneuve, mais il la coupa. « Vous m'avez appris plus que la musique, vous vous souvenez? Vous m'avez appris le courage à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Eh bien, c'est ce qui est juste maintenant. Je paierai pour le meilleur traitement, les meilleurs médecins. » Le son de son téléphone qui sonnait l'interrompit. Son père, encore. Cette fois, Jean-Luc répondit. « Où diable es-tu » La voix d'Henri Moreau tonna à travers le téléphone. « Tu as manqué la réunion la plus importante de l'année, les investisseurs. »« Papa » le coupa Jean-Luc, la voix ferme. « Je suis avec madame Villeneuve, mon ancienne professeure de musique, celle qui t'a fait perdre des années avec ses leçons ridicules. Qu'est-ce que... » « Elle est en train de mourir, » dit simplement Jean-Luc. « Cancer. Et j'utilise mon fonds en fiducie pour payer son traitement. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Quand Henri parla à nouveau, sa voix était dangereusement contenue. « As-tu perdu la tête? Cet argent est pour des investissements stratégiques, pas pour... » « Pour sauver la vie de quelqu'un qui compte plus pour moi que n'importe quelle affaire, oui. C'est exactement pour ça que je l'utilise. Jean-Luc Moreau, si tu fais ça, quoi, tu vas me déshériter? » Jean-Luc eut un rire sans joie. « Très bien. Au moins, je pourrai me regarder dans le miroir en sachant que j'ai fait ce qui était juste. » Il raccrocha, les mains tremblant légèrement. Madame Villeneuve le regardait avec un mélange d'horreur et d'admiration. « Jean-Luc, non, tu ne peux pas sacrifier ton héritage pour moi. » « Je ne sacrifie rien, dit-il, composant déjà un autre numéro. J'honore enfin tout ce que vous m'avez appris. » Quand quelqu'un décrocha à l'autre bout, il continua. « Docteur Perrin, c'est Jean-Luc Moreau. J'ai besoin d'une ambulance privée tout de suite. Et préparer la meilleure suite de l'hôpital. Oui, c'est une urgence. » Pendant qu'il prenait des dispositions, madame Villeneuve regarda ses petites filles qui dormaient dans le salon. « Et elles ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne peux pas les laisser. »« Je vous l'ai dit, je m'occuperai d'elles, promit Jean-Luc. J'ai un appartement vacant dans l'immeuble à côté de l'hôpital. Nous pouvons y emménager demain pour qu'elles puissent vous rendre visite tous les jours. Et une fois que vous irez mieux,
Si je vais mieux, corrigea-t-elle doucement. Quand, insista Jean-Luc, quand vous irez mieux, nous trouverons un meilleur endroit pour vous toutes, un endroit avec un vrai studio de musique, pour que vous puissiez enseigner à nouveau si vous le souhaitez. Madame Villeneuve sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Tu as vraiment grandi, Jean-Luc Moreau. Tes parents ne le voient peut-être pas, mais je vois l'homme merveilleux que tu es devenu. Le son des sirènes approchant flotta à travers la fenêtre. Jean-Luc se leva et alla dans le salon, où Émilie et Sophie commençaient à s'agiter, réveillées par le bruit. « Jean-Luc » marmonna Émilie, ensommeillée. « Que se passe-t-il » Il s'agenouilla à côté du canapé, le cœur endolori par la peur qu'il voyait dans les yeux des filles. « Votre mamie doit aller à l'hôpital, expliqua-t-il doucement. Mais ne vous inquiétez pas, elle va recevoir le meilleur traitement possible. Et vous deux, vous resterez avec moi pendant qu'elle y sera. »« Non !» cria Sophie, les larmes coulant déjà sur son visage. « Je ne veux pas être loin de mamie. »« Et vous ne le serez pas, promit-il. Nous allons déménager dans un appartement tout près de l'hôpital. Vous pourrez lui rendre visite tous les jours, je le promets. » Émilie, toujours plus pragmatique, prit la main de sa sœur. « C'est à cause de ça tout, n'est-ce pas? Est-ce que mamie va aller bien ?» Jean-Luc la regarda dans les yeux, voyant la même force qu'il voyait chez madame Villeneuve. « Nous allons faire tout notre possible pour nous en assurer. Mais maintenant, j'ai besoin que vous soyez très courageuse, d'accord? Je vais aider votre mamie à se préparer pour l'hôpital, et ensuite nous... » « Non, » interrompit Émilie en se levant. « Nous allons aider. Nous aidons toujours mamie. » Il hocha la tête, respectant la détermination de la fillette. Ensemble, ils retournèrent dans la chambre, où madame Villeneuve essayait déjà de se lever. « Mes petites » appela-t-elle en ouvrant les bras. Les filles coururent l'embrasser, et pendant un instant, Jean-Luc vit toute l'étendue de l'amour qui liait cette petite famille. « Mamie va devoir rester à l'hôpital pendant un certain temps, » expliqua madame Villeneuve en embrassant chaque petite fille sur le front. « Mais Jean-Luc prendra bien soin de vous, j'en suis sûr. Et vous pourrez me rendre visite tout le temps. »« Promets que tu ne nous quitteras pas comme maman et papa, » sanglota Sophie. Madame Villeneuve ferma les yeux un instant, des larmes s'échappant sous ses cils. « Je promets de me battre de toutes mes forces pour rester avec vous, mes amours. » L'équipe médicale arriva quelques minutes plus tard, efficace et discrète. Pendant qu'ils aidaient madame Villeneuve à se préparer pour le transport, Jean-Luc emballa un petit sac de vêtements et d'effets personnels qu'Émilie lui indiquait. « Le violon » appela madame Villeneuve alors qu'elle était allongée sur le brancard. « Jean-Luc, s'il te plaît ?» Il comprit immédiatement, prenant l'instrument et le plaçant délicatement dans son étui. « Je l'apporterai à l'hôpital demain, » promit-il, avec les filles. En chemin vers l'ambulance, son regard croisa celui de madame Martin, qui était montée pour voir ce qui se passait. « Prenez bien soin d'elle, » plaida la voisine, les larmes aux yeux. « Avec ma vie, » promit Jean-Luc. Alors que l'ambulance s'éloignait dans la nuit, sa sirène silencieuse à la demande de madame Villeneuve pour ne pas effrayer davantage les filles, Jean-Luc sentit tout le poids de ses promesses. Son père essaierait sûrement de l'empêcher d'utiliser le fonds en fiducie. Les avocats de la famille étaient probablement déjà appelés. Et il y avait la question de la tutelle des filles à résoudre. Mais en regardant Émilie et Sophie, qui observaient l'ambulance disparaître au coin de la rue, leurs petites mains jointes, il savait qu'il referait tout. Madame Villeneuve lui avait appris que certaines choses étaient plus importantes que l'argent ou le statut. La famille, l'amour, la musique. « Allez, » dit-il doucement, tenant le violon d'une main et tendant l'autre aux filles. « Il commence à faire froid dehors. » Émilie hésita un instant avant de prendre sa main. « Jean-Luc » demanda-t-elle d'une petite voix. « Est-ce que mamie va mourir ?» Il s'agenouilla sur le trottoir, regardant les deux filles dans les yeux. « Pas si je peux l'aider, » promit-il. Votre mamie est forte, et maintenant elle a quelque chose de très important pour quoi vivre. Vous deux. Et je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. » Sophie lâcha la main de sa sœur pour l'étreindre soudainement. Émilie suivit bientôt, et Jean-Luc se retrouva à les envelopper toutes les deux dans ses bras,
sentant leurs petites larmes tremper sa chemise. « Nous sommes une famille maintenant, » murmura Sophie contre sa poitrine. « N'est-ce pas ?» Jean-Luc sentit son cœur se gonfler d'un amour qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Oui, » répondit-il, la voix serrée par l'émotion. « Nous sommes une famille. » Le violon à la rose des vents reposait dans son étui, silencieux mais présent, comme un témoin de la promesse qui se faisait là, sur le trottoir. La musique pouvait vraiment nous guider à travers n'importe quelle tempête, pensa Jean-Luc, et celle-ci serait une tempête qu'ils affronteraient ensemble, en famille. Son téléphone vibra à nouveau dans sa poche, probablement plus de menaces de son père. Mais pour la première fois de sa vie, Jean-Luc Moreau ne ressentait aucune peur de l'avenir. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel héritage. Un but. L'appartement près de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière s'était transformé en un petit sanctuaire ces derniers jours. Jean-Luc s'appuya contre l'embrasure de la porte du salon, regardant Émilie tenir le violon de sa grand-mère avec révérence, alors qu'elle essayait de jouer les notes de « Ah !» vous dirais-je. « Maman ?» Sophie était assise par terre, serrant son fidèle ours en peluche, ses yeux bleus fixés sur sa sœur avec admiration. « Presque », encouragea Jean-Luc quand Émilie manqua une note. « Souviens-toi de ce que ta mamie dit toujours. La musique est comme une histoire. Chaque note est un mot, et nous devons donner à chacune le temps de briller. » Émilie sourit, ajustant sa prise sur le violon. C'était impressionnant de voir comment, en seulement 2 semaines, elle montrait déjà tant de talent naturel. « Mamie était si heureuse quand j'ai joué pour elle hier, » dit-elle en reprenant la mélodie. « Tu as vu comment ses yeux se sont illuminés ?» C'était la première fois qu'elle souriait vraiment depuis qu'elle est à l'hôpital, ajouta Sophie en se balançant au rythme. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. La dernière série d'examens de Madame Villeneuve n'avait pas apporté de bonnes nouvelles. Le cancer se propageait plus vite que prévu, malgré le traitement agressif. Mais il refusait d'abandonner, et plus important encore, il refusait de laisser les filles perdre espoir. « Sophie » appela-t-il en s'asseyant au piano qu'il avait fait installer dans l'appartement. « Et si on montrait à ta sœur le morceau que nous avons répété ?» Les yeux de la petite pétillèrent. Elle courut vers le piano, s'asseyant à côté de Jean-Luc sur le banc. Ses petites mains trouvèrent les touches avec une précision surprenante pour une enfant de 4 ans. 1, 2, 3, compta doucement Jean-Luc, et ensemble, ils commencèrent à jouer une version simplifiée de la lettre à Élise. Sophie manquait encore quelques notes, mais son enthousiasme compensait toute imprécision. Émilie baissa son violon, regardant sa sœur avec fierté. « Maman jouait ça, dit-elle doucement. Mamie dit qu'elle le jouait pour nous aider à nous endormir quand on était bébé. » Jean-Luc remarqua que les lèvres de Sophie se serraient légèrement à la mention de sa mère, ses doigts hésitant un instant sur les touches du piano. C'est dans ces petits gestes qu'il voyait à quel point les filles étaient encore en deuil, même si elles essayaient d'être fortes. « Eh !» appela-t-il doucement, interrompant la musique. « Qu'est-ce que vous diriez d'aller voir votre mamie maintenant? On peut apporter les instruments et lui donner un petit concert. »« Je peux prendre les dessins que j'ai faits ?» demanda Sophie, sautant déjà du banc. « Bien sûr que tu peux, ma puce. Je suis sûr que ta mamie va adorer. » Pendant que les filles couraient dans leur chambre pour se préparer, Jean-Luc vérifia les messages de son téléphone. 15 appels manqués de son père au cours des 2 dernières heures. Depuis qu'il avait utilisé une partie de son fonds en fiducie pour payer le traitement de Madame Villeneuve, Henri Moreau était en croisade pour ramener son fils à la raison. « Jean-Luc ?» La voix d'Émilie le ramena au présent. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, tenant l'étui du violon. « Tu penses que mamie va guérir ?» Son cœur se serra. Émilie avait toujours été la plus perspicace des deux, captant les expressions des médecins et les conversations chuchotées dans les couloirs de l'hôpital. « Viens ici, » dit-il en s'asseyant sur le canapé. Émilie s'approcha et il la tira sur ses genoux, quelque chose qu'elle n'avait commencé à permettre que récemment. « Ta mamie se bat de toutes ses forces et nous faisons tout notre possible pour l'aider. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive,
toi et Sophie ne serez jamais seuls. Tu comprends? Elle hocha la tête, posant sa tête sur son épaule. Tu promets que tu ne nous quitteras pas, même si mamie... Hé, regarde-moi, demanda-t-il doucement. Quand leurs yeux se rencontrèrent, Jean-Luc vit toute la peur et l'incertitude qu'elle essayait de cacher à sa jeune sœur. « Je promets de tout mon cœur que je serai toujours là pour vous. Nous sommes une famille maintenant, tu te souviens ?»« Une famille ?» répéta-t-elle, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Je suis prête !» annonça Sophie, bondissant dans le salon avec un dossier plein de dessins. Elle s'arrêta quand elle vit sa sœur sur les genoux de Jean-Luc. « Je veux un câlin aussi !» Bientôt, Jean-Luc eut les deux filles dans ses bras, son cœur débordant d'amour pour ces petites âmes qui étaient entrées dans sa vie de manière si inattendue. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut court, mais toujours rempli de bavardages animés. Sophie parlait des images qu'elle avait dessinées, principalement de sa grand-mère, jouant du violon entouré de cœurs et de fleurs. Émilie répétait mentalement les chansons qu'elle voulait jouer, ses doigts bougeant dans l'air comme si elle tenait le violon. Dans la chambre d'hôpital, ils trouvèrent de Madame Villeneuve plus pâle que d'habitude, bien que ses yeux s'illuminassent encore à la vue de ses petites filles. « Mes petites Mélodies » sourit-elle en tendant les bras. « Mamie ?» Sophie courut l'embrasser, ses dessins flottants. « Regarde ce que j'ai fait pour toi, fais. »« Et j'ai appris un nouveau morceau » annonça Émilie, sortant déjà le violon de son étui. Jean-Luc aida Madame Villeneuve à s'asseoir plus confortablement, notant comment chaque mouvement semblait lui causer de la douleur, même si elle essayait de le cacher. « Jean-Luc, » murmura-t-elle pendant que les filles s'installaient pour leur mini-concert, « nous devons parler. De l'avenir. »« Pas maintenant, » répondit-il doucement. « Profitons de la musique d'abord. » Émilie commença à jouer. « Ah, vous dirais-je, maman, chaque note exécutée avec soin. » Les yeux de Madame Villeneuve se remplirent de larmes. « Elle a le don de sa mère, » murmura-t-elle. Et Sophie, la même passion pour le piano que Jean. Le petit concert dura près d'1 heure. Sophie montra tous ses dessins, expliquant chaque détail avec l'enthousiasme typique de son âge. Émilie joua chaque morceau qu'elle avait appris, fière de ses progrès. Mais Jean-Luc remarqua que Madame Villeneuve devenait de plus en plus fatiguée, sa respiration plus laborieuse. Quand une infirmière vint vérifier ses constantes, il sut qu'il était temps de partir. « Mais je ne lui ai pas montré mon dernier dessin, » protesta Sophie. « Nous pouvons revenir demain matin, » promit Jean-Luc. « Ta mamie a besoin de se reposer maintenant. » Madame Villeneuve embrassa ses petites filles, les serrant un peu plus fort que d'habitude. « Mes petites étoiles, » murmura-t-elle, « comme vous brillez. » Sur le chemin du retour à l'appartement, Jean-Luc remarqua qu'Émilie était inhabituellement silencieuse. « Tout va bien ?» demanda-t-il quand Sophie s'endormit sur la banquette arrière. « Mamie va plus mal, n'est-ce pas ?» demanda Émilie d'une petite voix. J'ai vu comment l'infirmière a regardé les machines. Jean-Luc prit une profonde inspiration. « Ta mamie est très malade, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Et plus important encore, il prit sa petite main, ça ne veut pas dire que tu dois porter ce fardeau seul, d'accord ?» Émilie serra sa main, hochant la tête en silence. Quand ils arrivèrent à l'appartement, elle aida à porter Sophie, qui ne se réveilla même pas lorsqu'on la mit au lit. « Jean-Luc » appela Émilie alors qu'il quittait la chambre. « Merci. Pour tout. » Son cœur se gonfla d'amour. « C'est ce que font les familles, » répondit-il simplement. Plus tard, après que les filles se furent endormies, Jean-Luc s'assit au piano, jouant doucement pour ne pas les réveiller. Son téléphone vibra à nouveau, un autre message de son père, probablement une autre menace ou un ultimatum. Demain, pensa-t-il, il devrait affronter Henri Moreau et ses exigences. Il devrait défendre son choix de donner la priorité à sa nouvelle famille plutôt qu'à l'Empire Moreau. Ce serait une bataille difficile, mais en regardant les dessins de Sophie éparpillés sur la table, en entendant la douce respiration d'Émilie à travers la porte de la chambre entr'ouverte, Jean-Luc sut que cela en valait la peine.
La musique l'avait vraiment guidé à travers la tempête, l'amenant là où il avait toujours eu besoin d'être. Le violon à la rose des vents reposait dans son étui, silencieux, mais présent comme toujours, comme une promesse que, quoi qu'il arrive, la musique et l'amour trouveraient un chemin. Le matin arriva avec le bruit de la pluie tapotant doucement contre les fenêtres de l'appartement. Jean-Luc était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour les filles quand on sonna à la porte. Il savait déjà qui c'était avant d'ouvrir. Son père n'était jamais du genre à attendre une invitation. Henri Moreau entra comme une tempête contenue, son costume italien impeccable contrastant avec la simplicité chaleureuse de l'appartement. Son regard froid balaya la pièce, s'arrêtant sur les dessins de Sophie sur le frigo et le violon posé sur le piano. Alors c'est ici que l'héritier Moreau se cachait, sa voix dégoulinait de désapprobation, jouant à la dinette pendant que tu jettes ton avenir par les fenêtres. « Bonjour à toi aussi, papa », répondit Jean-Luc, gardant la voix basse pour ne pas réveiller les filles. « Tu veux un café ?»« Je ne suis pas ici pour socialiser, Jean. » L'utilisation de son prénom formel était un signe clair de mécontentement. « Je suis ici pour mettre fin à cette folie, avant que tu ne détruises tout ce que notre famille a construit. » Jean-Luc prit une profonde inspiration, se versant un café. « Si tu parles de l'argent du traitement, 50 000 pour le violon, 300 000 pour le traitement initial, 200 000 de plus pour les examens et les médicaments. » L'interrompit Henri, sortant un papier de sa poche intérieure. « Et maintenant ça. Un rendez-vous avec l'un des avocats de la famille les plus chers de Paris. Tu as sérieusement l'intention de demander la tutelle de ces enfants? Comment as-tu... Je suis Henri Moreau. Rien ne se passe dans cette ville sans que je le sache. » Il jeta le papier sur la table. « Qu'est-ce que tu essaies de prouver, Jean? Que tu peux être un rebelle? Que tu peux défier tout ce que je t'ai appris? » « Je n'essaie rien de prouver, » répondit Jean-Luc, la voix calme. « Je fais ce qui est juste. Madame Villeneuve a besoin. » « Madame Villeneuve !» Henri laissa échapper un rire sans humour. « Ton ancienne professeure de musique, la femme qui a gaspillé 5 ans à essayer de transformer mon fils en un musicien médiocre au lieu de le préparer à ses véritables devoirs. » « Ne parle pas d'elle comme ça !» La voix de Jean-Luc prit un ton d'avertissement. « Tu ne sais rien d'elle, ni de ce qu'elle représente pour moi. »« Je sais qu'elle est mourante, » déclara froidement Henri. « Et dans un moment de folie, tu as décidé que ce serait une bonne idée de prendre la responsabilité de ces petites filles orphelines. As-tu seulement pensé aux implications? La responsabilité d'élever 2 enfants? En fait, j'y ai beaucoup pensé. » Jean-Luc posa sa tasse sur la table avec plus de force que nécessaire. « J'ai pensé à la façon dont ces filles ont perdu leurs parents dans un terrible accident, à la façon dont leur grand-mère a tout vendu pour essayer de les sauver, à la façon dont elles mouraient de faim quand je les ai trouvées. Et ça fait de toi, un homme célibataire de 28 ans avec 0 expérience parentale, la meilleure option pour les élever ?» Henri arqua un sourcil. « Sois réaliste, Jean. Il y a des familles convenables qui pourraient les adopter, des familles avec de l'expérience, avec une structure. »« Jean-Luc ?» La petite voix fit se retourner les 2 hommes. Émilie se tenait dans l'embrasure de la cuisine, toujours en pyjama, ses yeux verts passant de Jean-Luc à l'imposant étranger au costume cher. « Hé, ma chérie !» Jean-Luc sourit, lui tendant la main. « C'est bon, c'est mon père. » Émilie s'approcha avec hésitation, sa petite main trouvant celle de Jean-Luc. Henri observa l'interaction avec une expression indéchiffrable. « Bonjour, monsieur, » dit-elle poliment, exactement comme Madame Villeneuve l'avait enseigné. Henri fit un bref signe de tête. « Où est ta sœur ? » ?»« Sophie dort encore, » répondit Émilie en baissant la voix. « Elle s'est réveillée tard cette nuit, inquiète pour mamie. » Jean-Luc sentit un pincement au cœur. La veille au soir, Madame Villeneuve avait eu une quinte de toux particulièrement violente, effrayant les filles. « Émilie, » dit-il doucement, « pourquoi n'irais-tu pas réveiller ta sœur? Nous devons nous préparer pour aller voir votre mamie. » Elle hésita, jetant un regard en arrière vers Henri. « Tu seras encore là quand nous reviendrons ? »
La question portait un poids qui fit même paraître Henri Moreau mal à l'aise. « Oui, ma chérie, » l'assura Jean-Luc. « Je ne vais nulle part. » Après le départ d'Émilie, Henri se tourna vers son fils. « Tu ne vois pas? Elles dépendent déjà de toi, et quand tu échoueras inévitablement à être ce dont elles ont besoin. » « Je ne vais pas échouer, » l'interrompit Jean-Luc. « Tu sais pourquoi? Parce que contrairement à ce que tu penses, être un père, ce n'est pas une question de succès en affaires ou de maintien des apparences. C'est une question d'amour, de dévouement, d'être présent. Comment oses-tu? » Henri fit un pas en avant, sa voix tremblant de colère. « Tout ce que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise, c'était pour ton avenir. »« Non, papa, c'était pour l'avenir des Moreau, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. » Jean-Luc soupira, passant une main dans ses cheveux. « Tu sais ce que Madame Villeneuve m'a dit lors de ma première leçon de violon? La musique ne se soucie pas de ton nom de famille. Elle avait raison, et ces filles, elles se fichent que je sois un Moreau ou non. Elles ont seulement besoin de quelqu'un pour les aimer et les protéger. » Le son de rires enfantins flotta depuis le couloir. Sophie devait s'être réveillée. Henri regarda vers le son, quelque chose dans son expression s'adoucissant de manière presque imperceptible. « Tu jettes ton héritage par les fenêtres, » dit-il, mais sa voix avait perdu une partie de sa dureté. « Tout ce que j'ai construit, je ne jette rien, » répondit doucement Jean-Luc. « Je choisis un héritage différent, un qui ne se mesure pas en euros ou en mètres carrés. » La porte de la chambre s'ouvrit et Sophie courut dans la cuisine, traînant son ours en peluche. Elle s'arrêta quand elle vit Henri, se cachant en partie derrière Émilie. « Bonjour, ma puce. » Jean-Luc sourit, ouvrant les bras. Sophie courut immédiatement vers lui, le laissant la prendre dans ses bras. « C'est mon père. »« Votre cravate est jolie, » dit timidement Sophie, faisant cligner des yeux Henri de surprise. « Merci, » répondit-il automatiquement, observant comment son fils, son héritier, l'avenir de la famille Moreau, tenait la fillette avec une affection paternelle naturelle. « Papa, » dit doucement Jean-Luc, « je sais que ce n'est pas ce que tu avais prévu pour moi. Mais regarde-les. Regarde-les vraiment. Ce sont deux enfants incroyables qui ont déjà trop perdu. » Et maintenant, sa voix se brisa légèrement. Maintenant, elles sont sur le point de perdre leur grand-mère aussi. Je ne peux pas les abandonner. Je ne le ferai pas. Henri Moreau était connu dans le monde des affaires pour sa capacité à lire les gens, à identifier les forces et les faiblesses. Et ce qu'il voyait maintenant chez son fils n'était pas de la faiblesse. C'était une détermination dont il n'avait jamais été témoin auparavant. « Tu vas vraiment le faire. Ce n'était pas une question. Abandonner tout. »« Je n'abandonne rien, » corrigea Jean-Luc. « Je gagne une famille. » Le silence qui suivit fut rompu par la sonnerie du téléphone de Jean-Luc. C'était l'hôpital. « Oui, » répondit-il, tenant toujours Sophie. Son visage devint pâle en écoutant. « Je comprends. Nous arrivons. »« Mamie ?» demanda immédiatement Émilie, la voix tremblante. « Elle passe une mauvaise journée, » répondit prudemment Jean-Luc. « Les médecins pensent qu'il vaut mieux que nous allions la voir maintenant. »« Est-ce qu'elle va mourir ?» demanda Sophie, les larmes coulant déjà sur ses joues rondes. « Oh, ma chérie !» Jean-Luc la serra plus fort. « Votre mamie est très forte, mais oui, elle est très malade. » Henri observa la scène avec une expression complexe. « Jean ?»« Papa !» le coupa Jean-Luc, posant doucement Sophie. « Je dois les emmener à l'hôpital. Tu peux sortir et me couper les vivres financièrement, ou tu peux rester et rencontrer ta nouvelle famille. C'est ton choix. » Il se tourna vers les filles. « Allons nous habiller vite, mamie nous attend. » Tandis que les filles se précipitaient dans leur chambre, Henri Moreau resta immobile dans la cuisine, regardant les dessins sur le frigo. Une famille de 4 personnes, avec un violon planant au-dessus d'eux, comme une étoile directrice. « Tu penses vraiment pouvoir le faire ?» demanda-t-il finalement. « Élever 2 enfants, seul ?»« Je ne suis pas seul, » répondit Jean-Luc en ramassant le violon à la rose des vents. « J'ai la musique, j'ai l'amour. » Et il regarda son père de manière significative. « Peut-être que si tu le permets, je peux avoir une famille encore plus grande que je ne l'aurais jamais imaginé. »
Henri ajusta sa cravate coûteuse, un geste que Jean-Luc reconnaissait comme un signe de nervosité depuis l'enfance. « Je vais avoir besoin de temps pour traiter tout ça. »« Je comprends, » sourit légèrement Jean-Luc, « mais ne prends pas trop de temps. Tes petites filles ont besoin d'un grand-père. » Les filles revinrent, habillées et prêtes, Émilie tenant un dossier de partition. « On va jouer pour mamie aujourd'hui » demanda-t-elle avec espoir. « Bien sûr que oui », répondit Jean-Luc en attrapant les clés de la voiture. La musique lui fait toujours du bien. Henri regarda son fils organiser les filles, vérifiant qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin, ajustant l'écharpe de Sophie, louant la coiffure qu'Émilie s'était faite toute seule. C'était une facette de Jean, non, de Jean-Luc, dont il n'avait jamais été témoin. « Fils » appela-t-il alors qu'ils atteignaient la porte. « Tu auras besoin d'un bon avocat pour la procédure de tutelle. » Jean-Luc se retourna, surpris. « Papa ?» Moreau est associé à les meilleurs avocats de la côte Est, continua Henri, comme s'il discutait d'une affaire commerciale. Je peux passer quelques appels. Quelques. Un petit sourire apparut sur le visage de Jean-Luc. Merci, papa. Henri hocha la tête, raide, puis, choquant tout le monde, il s'accroupit à la hauteur des filles. C'était un plaisir de vous rencontrer, Émilie et Sophie. Peut-être que nous pourrons apprendre à mieux nous connaître bientôt. Sophie, suivant sa nature affectueuse, serra les jambes de l'homme. « Votre cravate est vraiment très jolie, » dit-elle solennellement. Quelque chose comme un sourire vacilla brièvement sur le visage d'Henri Moreau. Sur le chemin de l'hôpital, Jean-Luc ne put s'empêcher de penser aux étranges tournants que prend la vie. Il y a un mois, il était à la dérive, dans une mer d'attentes et d'obligations. Maintenant, il avait un but clair, un amour inconditionnel pour deux petites orphelines, et peut-être, juste peut-être, une chance de réconcilier les deux facettes de sa vie. Émilie pratiquait silencieusement ses doigtés, se préparant à jouer pour sa grand-mère. Sophie dormait sur la banquette arrière, serrant fermement son ours en peluche. Et quelque part dans la ville, Henri Moreau commençait à comprendre que certaines fortunes ne se mesurent pas en euros. Le violon à la rose des vents reposait sur la banquette arrière, silencieux, mais présent comme toujours. La musique pouvait vraiment les guider à travers n'importe quelle tempête, même à travers les tempêtes du cœur. Le matin se leva, calme et gris, sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Jean-Luc regardait par la fenêtre de la chambre 507, alors que la ville se réveillait lentement, la première lumière du jour se frayant un chemin à travers les nuages lourds qui promettaient de la pluie. Le son rythmé du moniteur cardiaque était devenu une présence constante ces derniers jours, ses bips de plus en plus faibles faisant écho à la bataille que Madame Villeneuve était en train de perdre. Émilie dormait, recroquevillée dans un fauteuil dans le coin, protégeant le violon de sa grand-mère sur ses genoux comme un talisman. Sophie s'était finalement endormie dans le lit, à côté de Madame Villeneuve, sa petite main toujours serrée autour de celle de sa grand-mère. Les dernières 72 heures avaient été des montagnes russes émotionnelles, alors qu'une pneumonie se développait rapidement en complication de son cancer déjà avancé. Jean-Luc s'autorisa un moment de vulnérabilité, laissant les larmes qu'il avait retenues couler silencieusement sur son visage. Comment pourrait-il expliquer à deux enfants qui avaient déjà tant perdu qu'elles devraient peut-être dire au revoir une fois de plus? Comment pourrait-il les préparer à une autre perte? Le soleil se lève? La voix faible de Madame Villeneuve le surprit. Il se tourna rapidement, s'essuyant le visage. Elle était réveillée, ses yeux bleus, les yeux de Sophie, brillant toujours malgré la maladie. « Oui » répondit-il doucement, se rapprochant du lit. « Voulez-vous que j'ouvre davantage les rideaux ?»« S'il te plaît, » murmura-t-elle. « J'ai toujours aimé le lever du soleil. Chaque jour est une nouvelle chance de faire de la musique. » Jean-Luc tira les rideaux, laissant plus de lumière entrer dans la pièce. Madame Villeneuve regarda ses petites filles endormies, un sourire faible, mais aimant, sur ses lèvres pâles. « Elles sont si fortes, » murmura-t-elle, « plus fortes qu'elles ne le réalisent. »« Comme leur grand-mère, » répondit Jean-Luc en s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. Madame Villeneuve essaya de rire,
Mais le son se transforma en une toux sèche. Jean-Luc lui offrit rapidement de l'eau, l'aidant à boire quelques gorgées. « Jean-Luc, dit-elle une fois qu'elle eut repris son souffle, « j'ai besoin que tu me promettes certaines choses. Madame Villeneuve, ne... » « S'il te plaît, insista-t-elle, sa main tremblant alors qu'elle tenait la sienne. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, et il y a tant de choses que je dois dire. » Jean-Luc hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Madame Villeneuve prit une profonde inspiration, chaque mot lui coûtant visiblement un effort considérable. « Émilie, commença-t-elle en regardant sa petite fille aînée. Elle porte tant de responsabilités sur ses petites épaules, essayant toujours d'être forte pour tout le monde. Promets-moi que tu la laisseras être une enfant parfois. Apprends-lui qu'il est normal de pleurer, d'être en colère, d'être imparfaite. »« Je le promets, » dit Jean-Luc, la voix étranglée par l'émotion. « Et Sophie, » continua-t-elle en caressant les cheveux de sa plus jeune petite fille. « Ma petite rêveuse. Elle ressent tout si profondément. Le monde peut être si effrayant parfois. Promets que tu protégeras son innocence, mais que tu lui apprendras aussi à être forte. »« Avec ma vie, » jura-t-il. Madame Villeneuve eut un faible sourire. « Tu sais, quand Marguerite et Jean sont morts, j'ai cru que mon monde s'était écroulé. Mais ces petites, elles m'ont donné une raison de continuer. Et maintenant, toi ? Je me suis toujours demandé, dit doucement Jean-Luc, pourquoi vous ne m'avez jamais contacté quand vous aviez besoin d'aide. Elle ferma brièvement les yeux. Tu avais ta propre vie et tes propres batailles à mener. Et après l'accident, eh bien, les filles avaient besoin de stabilité. Je ne pouvais pas risquer plus de changements dans leur vie. Quand même, insista Jean-Luc, si j'avais su... Oh, mon cher, elle sourit, ce sourire qui avait illuminé tant de ses leçons d'enfance. Tu as toujours été spécial, tu sais. Dès cette première leçon, quand tu es entré, tout formel dans ton petit costume, essayant de ressembler à l'héritier Moreau parfait. Mais tes yeux ont toujours révélé ton vrai cœur. Le souvenir frappa Jean-Luc de plein fouet. Sa première leçon de violon à 8 ans. Il avait été si nerveux, si déterminé à ne pas décevoir son père. « La musique ne se soucie pas de ton nom de famille, mon cher, » avait dit Madame Villeneuve en lui plaçant un violon dans les mains pour la première fois. « Elle ne se soucie que de ce qu'il y a dans ton cœur. »« Vous avez changé ma vie ce jour-là, » avoua-t-il. C'était la première fois que quelqu'un me voyait juste comme Jean-Luc. Et c'est pourquoi elle respira profondément, luttant contre une autre vague de toux. C'est pourquoi je sais que tu prendras bien soin d'elle. Parce que ton cœur a toujours été plus grand que ton nom de famille. Émilie s'agita dans le fauteuil, ses yeux verts s'ouvrant lentement. Voyant sa grand-mère réveillée, elle sauta pratiquement du siège. « Mamie !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers le lit. Le mouvement réveilla Sophie, qui cligna des yeux, ensommeillée. « Mes petites étoiles !» sourit Madame Villeneuve, la voix plus faible. « Et si on faisait un peu de musique pour commencer la journée ?» Émilie prit immédiatement le violon, le positionnant comme sa grand-mère le lui avait appris. Sophie se rapprocha sur le lit, les yeux encore lourds de sommeil, mais brillants d'anticipation. Les premières notes d'un Ave Maria remplirent la pièce, chaque note imprégnée d'amour et de dévotion. Madame Villeneuve ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper comme une étreinte. Maman jouait cette chanson pour l'aider à dormir, commenta doucement Sophie. Mamie dit que c'était sa préférée. C'était le cas, confirma Madame Villeneuve, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Marguerite, votre mère, elle avait un don spécial. La musique coulait à travers elle, comme de l'eau. Émilie continua de jouer, mais Jean-Luc remarqua des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Madame Villeneuve le remarqua aussi. « Émilie, ma chérie, » appela-t-elle. « Viens ici un moment. » La fillette baissa le violon, s'approchant du lit. Madame Villeneuve lui toucha le visage de ses doigts tremblants, essuyant ses larmes. « Tu as le même don qu'elle, tu sais, mais plus important que ça, tu as le même cœur, fort, gentil, plein de musique. » Une toux l'interrompit, plus violente cette fois. Jean-Luc se déplaça rapidement pour l'aider, mais elle lui fit un geste pour qu'il attende. Quand elle retrouva son souffle,
Elle continua. « Je veux que tu me promettes quelque chose, Émilie. Promets que tu continueras à jouer, quoi qu'il arrive. La musique te guidera toujours à travers les tempêtes de la vie. »« Je le promets, mamie, » répondit solennellement Émilie. « Et toi, ma petite Sophie ?» Madame Villeneuve se tourna vers sa jeune petite-fille. « Promets que tu garderas ce cœur si plein d'amour et de rêves. Le monde a besoin de plus de lumière comme la tienne. » Sophie serra doucement sa grand-mère dans ses bras. « Je le promets, mamie. Mais tu dois promettre quelque chose aussi. »« Qu'est-ce que c'est, mon amour ? Promets que tu nous enverras des signes du ciel, comme des étoiles filantes ou des arcs-en-ciel, pour que nous sachions que tu vas bien. » Madame Villeneuve lutta contre les larmes. « Oh, mon petit ange, je ferai encore mieux. Chaque fois que vous entendrez de la musique, chaque fois que vos cœurs se rempliront de mélodies, je serai là, dans chaque note, chaque accord. » Une autre quinte de toux l'interrompit, celle-ci pire que les précédentes. Jean-Luc remarqua avec alarme les taches de sang sur le mouchoir qu'elle utilisait. « Les filles, appela-t-il doucement, et si vous alliez prendre un petit déjeuner ? Votre mamie a besoin d'un peu de repos. »« Non ?» Sophie s'accrocha à sa grand-mère. « Je ne veux pas y aller. »« C'est bon, » réussit à dire madame Villeneuve. « J'ai juste besoin de fermer les yeux un moment. » Émilie, toujours plus perspicace, prit la main de sa sœur. « Viens, Sophie. Mamie a besoin de dormir pour reprendre des forces. On pourra lui apporter du chocolat chaud plus tard. » Madame Villeneuve sourit faiblement, ses yeux se fermant déjà d'épuisement. « Mes petites, si sages. » Quand les filles partirent avec une infirmière qui proposa de les emmener à la cafétéria, Madame Villeneuve rouvrit les yeux, rencontrant ceux de Jean-Luc. « Plus beaucoup de temps, dit-elle simplement. « Je sais, répondit-il en lui tenant la main. « Les médecins, ils ont dit que la pneumonie se propageait vite. » Jean-Luc, elle lui serra la main avec une force surprenante. « Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas ? » « Quand je serai parti. Je m'occuperai d'elle, promit-il. J'ai déjà commencé les démarches pour la tutelle. Mon père, il m'aide, crois-le ou non. Il a engagé les meilleurs avocats. Henri Moreau, elle sourit faiblement, toujours si déterminé à tout contrôler. Mais au fond, il a un bon cœur. Comme son fils, il a changé depuis qu'il a rencontré les filles. Je suppose qu'elles ont cet effet sur les gens. Elles ont le don de trouver le meilleur en chacun, acquiesça madame Villeneuve. Comme leur mère. Marguerite voyait toujours la beauté en tout. Sa voix s'éteignit, une expression douloureuse traversant son visage. Madame Villeneuve, je vais bien, respira-t-elle. Juste fatiguée. Jean-Luc, le violon, qu'il reste avec les filles. Bien sûr, ce n'est pas juste un instrument, insista-t-elle. C'est notre histoire, notre héritage. La rose des vents. Elle les guidera à travers n'importe quelle tempête, termina doucement Jean-Luc. Je sais, et je promets de garder la musique vivante dans leur vie. Madame Villeneuve sourit, ses yeux se fermant à nouveau. Tu es un homme bon, Jean-Luc Moreau. Je l'ai toujours su, depuis ce premier jour, qu'il y avait de la musique dans ton cœur. Ses mots devinrent plus faibles, sa respiration plus laborieuse. Jean-Luc appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière. « Reposez-vous, murmura-t-il. Les filles seront là quand vous vous réveillerez. » Mais quelque chose dans son cœur lui disait que madame Villeneuve ne se réveillerait plus. Pas dans ce monde, du moins. Les heures suivantes furent un tourbillon d'interventions médicales et de moments précieux. Les filles revinrent, et Émilie joua plus de musique, tout ce que sa grand-mère lui avait appris. Sophie chantait en accompagnement, sa voix enfantine se mêlant aux notes du violon. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher et à baigner la pièce de lumière dorée, madame Béatrice Villeneuve quitta ce monde. Émilie jouait « Amazing Grace », l'hymne préféré de sa mère. Sophie était blottie contre sa grand-mère, fredonnant doucement. Jean-Luc tenait son autre main. Il n'y eut pas de drame, pas de lutte. Juste un dernier souffle doux, un dernier sourire, puis le silence. Le moniteur cardiaque émit son dernier bip au moment exact où Émilie tira son archet
sur la dernière note. « Mamie » appela doucement Sophie. « Mamie, réveille-toi. » Émilie baissa le violon, ses mains tremblant. Jean-Luc les enveloppa toutes les deux dans ses bras, alors que les médecins et les infirmières se précipitaient. « Elle ne souffre plus, » murmura-t-il, sentant leurs larmes humidifier sa chemise. Elle est en paix maintenant. Les heures suivantes furent un tourbillon de procédures nécessaires et de décisions difficiles. Jean-Luc garda les filles près de lui, les protégeant du chaos doux mais efficace qui suit le décès d'un être cher. Henri Moreau arriva à l'hôpital peu de temps après, surprenant tout le monde. « Les filles ne devraient pas rester ici, » dit-il simplement. « Je vais les emmener prendre une glace pendant que tu t'occupes de ce qui doit être fait. » Jean-Luc hocha la tête, reconnaissant de cette aide inattendue. « Émilie, Sophie, voulez-vous aller avec grand-père Henri ?» Les filles regardèrent l'homme qui, il y a quelques semaines à peine, était un étranger. Mais quelque chose dans sa posture, habituellement si rigide, s'était adouci. « Vous pouvez choisir le parfum que vous voulez, » offrit Henri, sa voix douce d'une manière que Jean-Luc entendait rarement. Sophie prit sa main sans hésiter. Émilie hésita un instant de plus, regardant Jean-Luc. « Est-ce que tout ira bien ?» demanda-t-elle. « Oui, » promit-il, « et je serai à la maison quand vous reviendrez. » En regardant son père s'éloigner avec les filles, Jean-Luc ressentit une vague de gratitude. La musique avait vraiment le pouvoir de transformer les cœurs, même le cœur apparemment inflexible d'Henri Moreau. Plus tard cette nuit-là, de retour à l'appartement, Sophie s'endormit finalement, après avoir pleuré, jusqu'à ne plus avoir de larmes. Émilie était assise au piano, ses doigts pressant les touches, sans faire de son. « Elle est vraiment partie, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, quand Jean-Luc s'assit à côté d'elle. « Oui, ma chérie, » répondit-il honnêtement. « Mais tu sais ce qui ne part jamais? Tout l'amour qu'elle avait pour vous, toutes les leçons, toutes les histoires, tous les souvenirs. » Émilie s'appuya contre lui, s'autorisant à être juste une fillette de 5 ans qui avait perdu son dernier lien avec ses parents. « Jean-Luc, » dit-elle après un long silence, « qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Eh bien, il prit une profonde inspiration. « Demain, nous commencerons toutes les démarches légales pour que je devienne officiellement votre tuteur. Il y aura une assistante sociale qui nous rendra visite et elle posera beaucoup de questions pour s'assurer que vous serez en sécurité et heureuse avec moi. Ça peut sembler un peu effrayant au début, mais je promets que je serai là avec vous. » Émilie hocha la tête, ses doigts effleurant toujours silencieusement les touches du piano. « Et s'il ne nous laisse pas rester avec toi ?»« Ça n'arrivera pas, » assura Jean-Luc, bien que son cœur se serrât à cette possibilité. « Ton grand-père Henri a engagé les meilleurs avocats. Et plus important encore, nous avons quelque chose que personne ne peut nier. Nous sommes une famille. Une famille qui s'est choisie à travers la musique et l'amour. » Sophie bougea dans son sommeil sur le canapé, murmurant quelque chose à propos de violons et d'anges. Émilie regarda sa sœur avec des yeux protecteurs. « Mamie a dit que la musique nous guiderait, » murmura-t-elle en ramassant le violon à la rose des vents. « Et elle le fera, » sourit doucement Jean-Luc, passant un bras autour de ses épaules. « Tu veux jouer une dernière chanson avant d'aller au lit ?» Émilie positionna le violon comme sa grand-mère le lui avait appris, et les douces notes d'Amazing Grace remplirent à nouveau l'appartement. Cette fois, cependant, la mélodie ne portait pas seulement de la tristesse, mais aussi de l'espoir. L'espoir d'un nouveau départ, d'une famille reconstruite par l'amour et la musique. Le violon à la rose des vents brillait doucement sous la lumière de la lampe, ses courbes gracieuses rappelant que même dans les nuits les plus sombres, la musique trouvera un moyen de ramener les cœurs perdus à la maison. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre avec Jean-Luc ? La question de l'assistante sociale, Claire Mathieu, flottait dans l'air du salon, tandis qu'Émilie continuait de jouer doucement sur le violon de sa grand-mère. C'était la 5e visite en 3 semaines, et Jean-Luc pouvait sentir la nervosité des filles à travers les notes légèrement instables de la sonate au clair de lune. « Il m'apprend la musique, » répondit finalement Émilie en baissant l'instrument, comme mamie le faisait. Mais aussi, elle hésita,
jetant un regard à Jean-Luc pour se rassurer. Il me laisse juste être une enfant parfois, quand je suis triste ou en colère. Claire nota quelques mots dans son dossier, ses yeux perspicaces derrière des lunettes à monture fine, observant chaque interaction. Sophie, qui coloriait sur le tapis, leva les yeux. « Et il fait des crêpes en forme d'ours !» s'exclama-t-elle, abandonnant ses crayons de couleur pour courir vers Jean-Luc. « Il ne se fâche jamais si je me trompe dans les notes de piano, et il raconte des histoires différentes pour dormir tous les soirs. »« Et Sophie, » gloussa Jean-Luc en la prenant dans ses bras, « laisse Madame Mathieu poser ses questions, d'accord ?» L'assistante sociale sourit, mais Jean-Luc remarqua comment ses yeux observaient chaque détail de l'appartement. Les partitions bien rangées sur le piano, les dessins des filles sur le frigo, le violon à la rose des vents maintenant exposé sur une étagère spécialement construite. « Monsieur Moreau, » commença-t-elle, son ton professionnel mais pas insensible, « pouvez-vous me parler de votre routine quotidienne avec les filles ?» Jean-Luc ajusta Sophie sur ses genoux. « Je me lève à 6 heures pour préparer le petit déjeuner. Émilie se lève généralement peu après. Elle aime pratiquer le violon le matin, dit que c'est le moment où sa mamie avait l'habitude de pratiquer. Sophie dort un peu plus, car... Je reste éveillée tard à rêver de petits anges de la musique, intervint Sophie, faisant sourire Claire. Après le petit déjeuner, continua Jean-Luc, nous faisons l'école à la maison pour l'instant. La psychologue pour enfants, le docteur Rachel, a suggéré d'attendre un peu avant de les inscrire à l'école normale pour leur donner le temps de traiter leur deuil. Émilie est particulièrement douée en mathématiques et Sophie a un don naturel pour l'art et la musique, ajouta rapidement Émilie. Claire prit plus de notes. Et qu'en est-il du soutien émotionnel? Comment gérez-vous les moments difficiles? Jean-Luc prit une profonde inspiration, se rappelant la nuit précédente. Sophie s'était réveillée en pleurant, appelant sa mamie. Au lieu d'essayer de la forcer à se rendormir immédiatement, il l'avait emmenée au piano. « Parfois, répondit-il, quand la douleur de son absence est trop forte, nous faisons de la musique. D'autres fois, nous pleurons simplement ensemble. » Madame Villeneuve, elle nous a appris qu'il n'y a pas de honte à ressentir ou à être vulnérable. La musique ne juge pas nos larmes, mon cher. La voix de son ancienne professeure résonna dans sa mémoire. Elle les transforme en quelque chose de beau. Jean-Luc? La voix d'Émilie le ramena au présent. Elle s'était approchée, tenant toujours le violon comme un bouclier. « Madame Mathieu, » commença la fillette, sa voix petite mais déterminée. « Je sais que vous devez vous assurer que nous allons bien, que Jean-Luc peut prendre soin de nous. Mais... » Elle regarda sa sœur, toujours dans les bras de Jean-Luc. « Nous avons déjà perdu tant de gens. S'il vous plaît, ne les laissez pas nous l'enlever aussi. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son de Sophie reniflant, pressant son visage contre la poitrine de Jean-Luc. Claire ferma lentement son dossier. « Émilie, Sophie, vous savez toutes les deux qu'il y a une audience au tribunal demain, n'est-ce pas ?» Les filles hochèrent la tête. « Le juge posera beaucoup de questions, comme je l'ai fait. Il doit être sûr que c'est la meilleure situation pour vous. Comprenez-vous ? » « Mais nous savons déjà que c'est le cas, » protesta Sophie. « Jean-Luc est notre famille maintenant. Il a promis, et Jean-Luc tient toujours ses promesses. » Claire se leva, ajustant ses lunettes. « Monsieur Moreau, puis-je vous parler en privé dans la cuisine ?» Tandis que les filles retournaient à leurs activités dans le salon, Claire alla droit au but. « Réalisez-vous à quel point cette situation est inhabituelle? Un homme célibataire de 28 ans, sans expérience préalable avec les enfants, cherchant la garde de 2 filles qui ne lui sont pas biologiquement apparentées. »« Je le réalise, » répondit franchement Jean-Luc. « Mais je réalise aussi à quel point l'amour que nous avons construit est inhabituel. Le lien que nous partageons à travers la musique, à travers la mémoire de Madame Villeneuve. » « Jean-Luc, » l'interrompit-elle doucement, « je ne remets pas en question l'amour. Il est évident dans chaque interaction que j'ai observée. Mais le système a des protocoles, des précédents. Sont-ils plus importants que le bien-être émotionnel de 2 enfants qui ont déjà trop perdu ? » Claire soupira. Le juge Palmer est connu pour être traditionnel dans ses décisions. Il voudra voir de la stabilité, une structure,
un plan concret pour l'avenir. Et c'est exactement ce que nous avons. » Une nouvelle voix se joignit à la conversation. Henri Moreau se tenait à la porte de la cuisine, son costume impeccable contrastant avec la simplicité chaleureuse de l'espace. « Papa, » fronça les sourcils Jean-Luc, « je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Nous devons discuter de certains détails pour demain, » répondit Henri, puis se tourna vers Claire. « Madame Mathieu, je présume » ? Henri Moreau, le père du requérant. Claire serra la main qu'il lui tendait. « Monsieur Moreau, votre présence ici est intéressante, compte tenu des rapports précédents sur votre opposition initiale à cet arrangement. » Henri sembla visiblement mal à l'aise. « Les gens peuvent changer, Madame Mathieu. Parfois, nous avons juste besoin de la bonne musique pour ouvrir nos cœurs. » Comme pour illustrer ses propos, le son du violon vint du salon. Émilie pratiquait l'Ave Maria, l'hymne préféré de sa mère. Sophie se joignit rapidement avec son chant enfantin. « Grand-père ». La musique s'arrêta brusquement quand Sophie remarqua Henri, courant pour lui serrer les jambes. À la surprise de Jean-Luc, son père sourit, un sourire sincère qu'il montrait rarement en public. « J'ai apporté quelque chose pour vous », annonça Henri en sortant une enveloppe de sa poche intérieure. Les plans préliminaires de l'école de musique Béatrice Villeneuve. Émilie s'approcha curieusement, tenant toujours le violon. Une école de musique, avec des bourses pour les enfants talentueux, expliqua Henri en étalant les dessins d'architectes sur la table de la cuisine. Un véritable héritage pour votre mamie, vous ne trouvez pas ? Claire observait avec un intérêt professionnel. Monsieur Moreau, ce projet, est-il sérieux ? Moreau Immobilier ne fait jamais les choses à moitié, Madame Mathieu, répondit-il, son ton d'affaires adouci par la présence de Sophie à ses côtés. Nous avons déjà la propriété, les approbations préliminaires et un fonds substantiel pour les bourses. Et Jean-Luc aidera ? Demanda Émilie, ses yeux verts étudiant les dessins. En fait, Henri s'éclaircit la gorge, j'espérais qu'il accepterait de diriger l'ensemble du projet. Une nouvelle branche de notre division de responsabilité sociale, axée sur les arts et l'éducation. Jean-Luc regarda son père, surpris. « Papa ?» « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » l'interrompit Henri, « ce n'est ni de la charité, ni de la manipulation. C'est une véritable tentative de faire ce qui est juste, d'honorer l'héritage de Béatrice Villeneuve. Et, il hésita, d'être le genre de père et de grand-père que j'aurais dû être il y a longtemps. » Claire ferma son carnet. « Eh bien, cela ajoute certainement un nouvel élément à l'équation de la stabilité financière. Mais le juge Palmer voudra toujours. » La sonnette retentit à nouveau, la coupant. Jean-Luc ouvrit pour trouver Marc Chevalier de Sophia Antipolis Tech Ventures, impeccable dans son propre costume italien. « Monsieur Moreau, » sourit-il en tendant la main, « j'espère que je n'interromps rien d'important. » Jean-Luc sentit son estomac se nouer. Il connaissait Marc Chevalier de réputation. Il était le chasseur de tête le plus respecté de Sophia Antipolis. En fait, commença-t-il, mais Chevalier était déjà entré, distribuant des cartes de visite. « Mesdames et messieurs, » dit-il efficacement, « je suis venu en personne, car c'est une opportunité unique. Directeur des opérations de Sophia Antipolis Tech Ventures, un salaire de départ à 7 chiffres, des avantages complets, y compris... » « Non !» La voix d'Émilie traversa la présentation comme une lame tranchante. Tout le monde se tourna pour regarder la fillette de 5 ans qui serrait maintenant le violon comme une armure. « Excusez-moi ?» Chevalier cligna des yeux, clairement pas habitué à être interrompu. « Jean-Luc ne part pas, » déclara Émilie, les larmes brillant dans ses yeux. « Il a promis. » Sophie courut serrer les jambes de Jean-Luc. « Tu as promis, » fit-elle écho, la voix tremblante. Chevalier parut perplexe. « Monsieur Moreau, nous pouvons sûrement discuter des arrangements pour... » « Il n'y a rien à discuter, » interrompit doucement Jean-Luc, en prenant Sophie dans ses bras. « J'apprécie l'offre, monsieur Chevalier, mais ma vie, ma famille, est ici. »« Peut-être devrions-nous garder cette discussion pour demain, » suggéra diplomatiquement Claire. « Le juge Palmer voudra connaître toutes les options disponibles. » Le lendemain matin était gris et froid, le genre de journée dont Madame Villeneuve disait qu'elle était parfaite pour la musique
parce que la mélodie apporte de la couleur au monde, expliquait-elle. La salle d'attente du tribunal de la famille de Paris était étonnamment pleine. Madame Martin était là, ainsi que plusieurs voisins. Les médecins et les infirmières qui avaient soigné Madame Villeneuve remplissaient une rangée entière. Même certains de ses anciens élèves s'étaient présentés, leurs instruments soigneusement rangés dans des étuis sous les bancs. Émilie pratiquait des doigtés imaginaires, vêtue de sa plus belle robe bleue, de la même couleur que celle que sa mère portait lors de sa dernière performance symphonique. Sophie somnolait sur les genoux de Jean-Luc, son ours en peluche jamais loin. Affaire numéro 2547, pétition pour la garde d'Émilie et Sophie Villeneuve. La voix de l'huissier résonna dans la pièce, et Jean-Luc sentit son cœur s'emballer. Les prochaines heures détermineraient non seulement son avenir, mais aussi celui des deux petites âmes qui avaient déjà tant perdu. Le juge Palmer était exactement comme Claire l'avait décrit. Sévère, traditionnel, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez alors qu'il parcourait les documents devant lui. « Avant de commencer, annonça-t-il, je veux établir certains faits. Monsieur Moreau, vous demandez la garde légale d'Émilie et Sophie Villeneuve, c'est exact? Oui, votre honneur. Vous n'avez aucun lien de sang avec les enfants, ni aucune expérience préalable en matière d'éducation d'enfants, c'est exact? Non, votre honneur, mais... Et vous avez récemment abandonné votre poste dans l'entreprise familiale pour vous consacrer à cet arrangement? Jean-Luc prit une profonde inspiration. Oui, votre honneur. Mais si je peux m'expliquer... Madame Mathieu, le coupa le juge. Votre rapport, s'il vous plaît. Claire se leva, ajustant ses lunettes. Votre honneur, au cours des 3 dernières semaines, j'ai effectué des visites intensives au domicile de Monsieur Moreau avec les filles. Ce que j'ai trouvé était extraordinaire. Elle décrivit en détail les interactions dont elle avait été témoin, les leçons de musique, les discussions ouvertes sur leurs sentiments, la manière dont Jean-Luc avait complètement adapté sa vie pour répondre aux besoins des filles. Mais le plus impressionnant, continua-t-elle, c'est le soutien de la communauté. Madame Martin aide avec les filles quand c'est nécessaire. Les médecins qui ont soigné Madame Villeneuve continuent de surveiller le bien-être des enfants. Et la famille Moreau, elle jeta un coup d'œil à Henri, est engagée dans un projet ambitieux en l'honneur de l'héritage de Béatrice Villeneuve. C'est alors que Marc Chevalier se leva. « Votre honneur, si je peux me permettre. » Le juge hocha la tête, et Chevalier présenta officiellement la proposition de Sophia Antipolis Tech Ventures. Jean-Luc sentit Émilie lui serrer la main alors que le salaire, les avantages et les opportunités astronomiques étaient mentionnés. « C'est une offre assez intéressante, » commenta le juge. « Monsieur Moreau ?» Jean-Luc se leva lentement, tenant toujours la main d'Émilie. « Votre honneur, au cours des dernières semaines, j'ai appris quelque chose qu'aucune école de commerce n'aurait pu m'enseigner. J'ai appris que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres ou en titres de poste. » Il prit le violon à la rose des vents qu'Émilie avait apporté. Cet instrument a une histoire. Il appartenait à la grand-mère des filles, et avant elle, à leur arrière-grand-mère. Madame Villeneuve disait que la musique nous guide à travers n'importe quelle tempête. Elle m'a appris ça quand j'avais 8 ans, un garçon effrayé, essayant d'être à la hauteur du nom Moreau. « Et maintenant ?» le pressa le juge. « Maintenant, j'enseigne à ces petites filles que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est l'engagement, l'amour. » Il sourit à Émilie et Sophie. « C'est la musique que nous faisons ensemble. » Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Émilie lâcha la main de Jean-Luc et se dirigea vers le centre de la pièce, portant le violon. « Votre honneur, dit-elle, sa voix petite mais claire, remplissant la salle d'audience. Puis-je jouer quelque chose ?» Le juge parut surpris, mais hocha la tête. Émilie positionna le violon exactement comme sa grand-mère le lui avait appris, ses petits doigts trouvant les cordes avec précision. Pendant un instant, toute la salle d'audience retint son souffle. Les premières notes d'Amazing Grace remplirent la pièce, chaque note chargée d'émotion. Sophie, reconnaissant la mélodie, posa son ours en peluche et se dirigea vers sa sœur,
se joignant à elle avec son chant enfantin. Amazing Grace, how sweet the sound. Jean-Luc regardait, des larmes silencieuses coulant sur son visage, alors que les filles faisaient leur propre plaidoyer de la meilleure façon qu'elles connaissaient, à travers la musique. Au premier rang, Henri Moreau s'essuya discrètement les yeux. Quand la note finale s'éteignit, Émilie baissa le violon et regarda directement le juge. « C'était la chanson préférée de notre maman, dit-elle. Mamie nous a appris que quand nous la jouons, ils sont toujours avec nous. Maman, papa, et maintenant mamie aussi. » Sa voix trembla. Jean-Luc, il comprend ça. Il sait que nous avons besoin de la musique pour ne pas oublier qui nous sommes. Sophie attrapa la main de sa sœur. « Et il fait partie de notre musique maintenant », ajouta-t-elle simplement. Un profond silence remplit la salle d'audience. Le juge Palmer retira ses lunettes, les essuyant méthodiquement, comme pour essayer d'absorber ce dont il venait d'être témoin. « Madame Mathieu, dit-il finalement, vos dernières réflexions ?» Claire se leva, la voix épaisse d'une émotion à peine contenue. « Votre honneur, quand j'ai commencé à évaluer ce cas, je cherchais des preuves de stabilité et de capacité. Ce que j'ai trouvé était quelque chose de bien plus rare, un amour inconditionnel et un engagement sincère. » Elle décrivit comment elle avait trouvé Jean-Luc enseignant le piano à Sophie à 3 heures du matin, après un cauchemar. Comment Émilie pratiquait le violon chaque matin, déterminée à honorer l'héritage de sa famille. Comment la musique était devenue leur langage de guérison. De plus, continua-t-elle, toute la communauté s'est ralliée pour les soutenir. Madame Martin aide avec les filles, les médecins qui ont soigné Madame Villeneuve continuent de surveiller leur bien-être. Et maintenant, elle jeta un coup d'œil à Henri. Même la famille Moreau est unie dans cette cause. Marc Chevalier se leva à nouveau. « Votre honneur, notre offre. »« Vous pouvez garder votre offre, » l'interrompit Henri Moreau, surprenant tout le monde. « Mon fils a déjà un travail, construire l'héritage de Béatrice Villeneuve à travers cette nouvelle école de musique. Un travail qui lui permet de rester ici, avec sa famille. » Le juge observa la scène pendant un long moment. Jean-Luc serra les filles, qui étaient revenues à ses côtés, sentant leur petit cœur battre contre sa poitrine. « C'est un cas sans précédent, » commença le juge. « Nous avons un demandeur de garde non traditionnel, sans expérience parentale préalable, qui a quitté une carrière prometteuse. » Il fit une pause, regardant Émilie et Sophie. « Mais nous avons aussi 2 enfants extraordinaires qui ont subi des pertes immenses, et qui ont clairement trouvé non seulement la stabilité, mais un amour et une compréhension réelle. » Il se leva. « Je vais me retirer pour délibérer. Nous nous retrouverons dans 1 heure. » Alors que la salle d'audience se vidait, Jean-Luc resta assis, tenant Émilie et Sophie près de lui. Madame Martin s'approcha avec des tasses de thé pour tout le monde. Les médecins et les infirmières offrirent des mots d'encouragement. Henri Moreau resta au premier rang, ses mains agitées, trahissant son anxiété. « Jean-Luc » demanda doucement Émilie. « Et si… » « Chut » la fit-il taire doucement. « Souviens-toi de ce que ta mamie disait. La musique nous guide à travers chaque tempête. » Sophie prit le violon, traçant la rose des vents de ses petits doigts. « Mamie nous aide depuis le ciel » déclara-t-elle avec la certitude que seul un enfant peut avoir. L'heure suivante serait la plus longue de leur vie. Mais pour la première fois depuis le début du processus, Jean-Luc ressentit un véritable espoir. Parce que la musique et l'amour trouvent toujours un chemin. Le violon à la rose des vents reposait silencieusement dans son étui, témoin d'une famille qui s'était réunie non par le sang, mais par les notes d'une mélodie qui avait commencé il y a longtemps, dans une salle de musique où un garçon riche avait appris que certaines fortunes ne se mesurent pas en euros. L'huissier annonça le retour du juge Palmer et tout le monde dans la salle se leva. Émilie serra fermement la main de Jean-Luc, tandis que Sophie étreignait son ours en peluche, ses yeux bleus fixés sur la figure imposante du juge. C'est alors que les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grand. Isabelle Moreau, qui n'avait pas été vue en public depuis le début de la procédure, se précipita à l'intérieur, son visage habituellement composé montrant des signes évidents d'émotion. « Je m'excuse, votre honneur, dit-elle, la voix tremblante,
mais il y a quelque chose que je dois dire avant que vous ne preniez votre décision. » Le juge Palmer regarda la nouvelle venue avec intérêt. « Madame Moreau ? » ?»« Oui, votre honneur. Je suis la mère du requérant. » Elle s'arrêta à côté d'Henri. « Et une femme qui a besoin de corriger ses erreurs. » Jean-Luc regarda sa mère avec surprise. Isabelle Moreau avait toujours été l'incarnation de la perfection sociale. La voir ainsi, émotionnellement exposée, était sans précédent. « Quand Jean-Luc était jeune, commença-t-elle, j'ai laissé les attentes de la société dicter chaque aspect de sa vie. Quand il a montré de l'intérêt pour la musique, je l'ai vu comme une distraction. Quand Madame Villeneuve a commencé à nourrir sa passion pour l'art, Elle hésita. J'ai contribué à mettre fin aux leçons. » Émilie jeta un coup d'œil à Jean-Luc, qui ne pouvait détacher ses yeux de sa mère. « Mais maintenant, en voyant mon fils avec ses filles, en étant témoin de l'amour qu'ils ont construit à travers la musique, je réalise que j'avais tort depuis le début. » Henri plaça une main sur l'épaule de sa femme, une démonstration d'affection étonnamment publique pour le couple habituellement réservé. Sophie, guidée par son cœur tendre, courut vers Isabelle. « Serez-vous aussi notre mamie ?» demanda-t-elle innocemment. La salle d'audience regarda en silence, tandis qu'Isabelle s'agenouillait pour étreindre la petite fille, des larmes coulant librement sur son visage. « Si vous voulez de moi, mon amour. » Henri s'éclaircit la gorge, redressant sa cravate. « Votre honneur, si je peux me permettre. » Quand le juge hocha la tête, il continua. « J'ai passé ma vie à construire un empire, chaque décision axée sur l'héritage des Moreau. Mais en voyant Jean-Luc avec Émilie et Sophie, en regardant comment il a transformé la douleur en musique, la perte en amour, j'ai réalisé que le véritable héritage est en train de se construire en ce moment même. » Marc Chevalier se leva à nouveau. « L'offre de Sophia Antipolis est inutile, » l'interrompit doucement Jean-Luc. « Ma place est ici, avec mes filles, avec notre musique. » En fait, ajouta Henri en sortant un dossier de documents, Jean-Luc va être assez occupé. Votre honneur, je présente la documentation pour la Fondation Béatrice Villeneuve. Le juge examina les papiers avec intérêt, tandis qu'Henri expliquait. La Fondation identifiera et soutiendra les enfants talentueux en situation de vulnérabilité, en leur offrant une éducation musicale et un soutien familial. Le premier projet sera l'école de musique Béatrice Villeneuve. « Et le financement ?» demanda le juge. « Je convertis mon héritage pour le projet, » répondit Jean-Luc. « Et nous doublerons chaque centime, » ajouta Isabelle, tenant toujours Sophie. « Il est temps que l'argent des Moreau serve un but plus grand. » Émilie prit son violon. « Votre honneur, dit-elle, mamie disait que la musique guérit les cœurs brisés. Jean-Luc ne nous a pas seulement donné une maison, il a gardé notre musique vivante. » Le juge retira ses lunettes, les essuyant soigneusement. « En 30 ans de carrière au tribunal de la famille, j'ai rarement vu un cas aussi extraordinaire. Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui, il sourit faiblement, prouve que Madame Villeneuve avait raison sur le pouvoir de la musique. » Sophie retourna vers Jean-Luc, lui prenant la main. Émilie prit son autre main, tenant fermement le violon de sa grand-mère dans son bras. « C'est la décision de cette cour, » annonça le juge, « d'accorder la garde complète et permanente d'Émilie et Sophie Villeneuve à Monsieur Jean-Luc Moreau. » La salle éclata en applaudissements. Madame Martin pleurait ouvertement. Les médecins et les infirmières souriaient à travers leurs larmes. Au centre de tout cela, Jean-Luc tenait ses filles, tandis que ses parents se joignaient à eux, dans une étreinte attendue depuis longtemps. « Une dernière chose, » dit Émilie en positionnant le violon. Elle commença à jouer « Amazing Grace ». Sophie ajouta sa voix cristalline à la mélodie, et à la surprise de tous, Isabelle se joignit également, sa voix entraînée s'harmonisant parfaitement avec celle de sa petite fille. 6 mois plus tard, l'auditorium de l'école de musique Béatrice Villeneuve était plein à craquer pour son premier récital de bienfaisance. Émilie et Sophie, portant des nuances de bleu assorties, se préparaient sur scène. « Prête ?» demanda Jean-Luc en ajustant le microphone. Émilie sourit, tenant le violon de sa grand-mère. Sophie hocha la tête,
assise au piano spécial qu'Henri avait fait importer. Au premier rang, Isabelle et Henri regardaient avec fierté. Toute la communauté était là, voisins, médecins, infirmières, anciens élèves de Madame Villeneuve, tous témoins du miracle qu'une petite rose des vents, gravée sur un violon, avait rendu possible. « Bonsoir », Émilie parla dans le microphone. « Cette chanson est spéciale pour notre famille. Notre maman la jouait quand nous étions bébés. Notre mamie nous a appris ses notes. Et maintenant, elle regarda Jean-Luc. Notre papa nous aide à la garder vivante. » Sophie commença les accords d'Amazing Grace au piano. Émilie se joignit avec le violon et une nouvelle harmonie que Jean-Luc avait aidé à créer émergea, tissant ensemble les thèmes chers à leur famille. La Fondation avait déjà identifié ses premiers boursiers, 2 sœurs d'un foyer local qui montraient un talent pour le violoncelle. Bientôt, plus d'enfants découvriraient le pouvoir transformateur de la musique et plus de familles seraient touchées par la magie qui avait changé les Moreau. Le violon à la rose des vents chantait dans les mains d'Émilie. Chaque note, une promesse accomplie. Chaque accord, un pont entre le passé et l'avenir. Et à ce moment-là, Jean-Luc était certain que Madame Villeneuve souriait, fière de la façon dont sa petite famille avait trouvé son chemin à travers la tempête, guidée par la musique qu'elle aimait tant. Parce que certaines fortunes ne se mesurent pas en euros, certains héritages se transmettent par des notes de musique, par un amour inconditionnel, par de petites roses des vents qui nous guident vers notre véritable foyer. Et alors que la dernière note résonnait dans l'auditorium, Jean-Luc savait que ce n'était pas une fin. C'était simplement le premier mouvement d'une symphonie plus grande, une symphonie d'amour, d'espoir et de rédemption, jouée sur le violon qui avait tout commencé.